Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un Culture Z très spécial. Enfin, ce qui est spécial, c'est surtout la manière dont le Culture Z est construit. Vous le savez, on est en confinement, c'est très compliqué de sortir de chez soi. Vous savez qu'on a fait énormément de vidéos sur la collection de Bryce Corp et que la collection de Bryce Corp est à un peu plus de 100 km de Paris. Donc c'est très compliqué de refaire des Culture Z avec Bryce en ce moment. Mais sa collection est énorme et il n'y a pas que des jouets. D'ailleurs, aujourd'hui, dans sa collection, on va découvrir sa collection de publicité. Là, dit comme ça, c'est un peu bizarre, mais Bryce va nous l'expliquer puisqu'il est avec nous. Coucou Bryce. Salut Davy, salut tout le monde. Ravi de vous retrouver pour de nouveaux Culture Z dans ma collection. Aujourd'hui, on va parler essentiellement de posters promotionnels, donc c'est-à-dire les posters qui étaient que l'on voyait dans les boutiques pour assurer la promotion des jeux. Donc c'était des posters qui étaient donnés essentiellement par les éditeurs de jeux vidéo ou n'importe quel autre type de fabricant que l'on ne pouvait pas acheter dans le commerce. Ce sont des produits qui maintenant sont assez recherchés parce qu'ils sont plutôt bien conçus, bien imprimés et plutôt beaux. D'accord, ok. Bon bah alors on y va, vas-y, montre-nous. Déjà, on peut commencer par les posters. Donc ça c'est des pubs Master System qui datent de quand? De 88, 89? Il y avait des magasins de jeux vidéo déjà en 88, 89? Mais il se trouve que oui, il y en avait, mais très peu. Et il y en avait un dans la région toulousaine qui était un pionnier, et donc j'ai sympathisé avec ce mec. Et donc c'est lui qui avait ses pubs et il les a gardées religieusement? Tout ça à l'époque, ça valait rien, personne n'en voulait de ces publicités là, tu vois, de tous ces trucs là. Tous ces objets promotionnels, ça partait à la poubelle pour la plupart d'entre eux. Aujourd'hui, il y a un marché pour ça. Il y a des collectionneurs. Ça... Ah mais carrément. Ouais. Ce poster là, il a une vraie valeur marchande. Même le Ghostbusters. Oui. Le Ghostbusters, il a même 2 fois plus de valeur parce qu'il s'adresse à la fois aux fans de Ghostbusters et à la fois aux fans de rétro gaming. Non mais t'as envie de l'avoir dans ta chambre parce que cette affiche, c'est les années 80. Et si en plus tu peux cumuler avec ce bon vieux slogan là, bien kitsch, regarde-moi ça là, sois sympa, branche-moi sur une Sega. Ça c'est bon ça aussi. En gros c'était pour dire que Nintendo c'était pas bien et qu'il fallait te brancher sur la Master System. C'est ça. Ils testaient la 3D et c'était vraiment dégueulasse. Heureusement qu'ils ont eu l'idée ensuite de faire Sega c'est plus fort que toi pour la Mega Drive avec le punk. On a quand même tous plus de souvenirs de ce punk que de cette télévision dégueulasse. Bah tu t'en vas déjà ? Sega, c'est plus fort que toi. Donc vas-y, montre-nous tes trésors, on va essayer d'en parler un petit peu. Je sais que t'es pas un gros fan de Final Fantasy. Non, mais il semblerait que quelques personnes aiment bien. Ce poster, il est vraiment, je pense qu'il a marqué les gens. Il était donné dans un magazine, donc c'est pas vraiment un vrai poster promotionnel pour le coup. C'était dans quel magazine, Joypad ? Eh ben je sais plus, PlayStation Magazine peut-être. Ah oui, PlayStation. Et regarde, au verso, il y avait Tekken 3. Oh, Tekken 3, la fin de Tekken. Ouais. Après t'arrêtes de jouer. Ben voilà. Allez, on passe au suivant. Ça, c'est pas mal aussi parce que ce sont les premières PLV de figurines. C'est trop chouette. C'est les premières figurines un petit peu de collection pas chère qui étaient vendues par Bandai Banpresto. Et du coup, ils faisaient des super publicités là, vraiment, ça sent bon le vieux Dragon Ball. Là, on est sur de la publicité japonaise. Là, en France, on n'a jamais eu ce genre de pub pour des figurines. Ah ben carrément pas. Regarde celle-là pour Zelda par exemple. Waouh. Pour des petites peluches, tu vois, regarde, c'était pas non plus les objets en soi étaient pas fous. Mais rien que la PLV, ben, t'avais envie. Hein. Ah ouais, c'est super joli. Ouais. C'est beau, hein. Tiens, en parlant de jolies pubs, regarde ça. Ah, un des meilleurs Mario dernièrement sortis, je trouve. Je suis d'accord. Le Mario Galaxy était encore un Mario difficile, encore un Mario pour les hardcore gamers, où avoir les 121 étoiles était extrêmement difficile, un très très bon Mario. Ouais, sur Wii. Effectivement. Et du coup, ça, c'était les figurines, pareil, de chez Banpresto, donc Bandai, qui étaient sorties au Japon pour les machines à pince. Putain, énorme. Ce logo, là, sur le poster, ici, ce sont les 3 kanji japonais qui veulent dire « not for sale ». Donc, pour bien indiquer que ce poster, c'était pas fait pour être vendu. Parce qu'effectivement, il y avait des petits malins, déjà, surtout au Japon, qui vendaient, et d'ailleurs ils le vendent toujours, hein, ils vendent tous les produits promotionnels se vendent au Japon, mais au moins ça permettait de savoir que c'était un produit qui n'était pas fait pour le commerce, mais qui était fait pour la promotion des objets. Ce qui lui donne encore plus de valeur. Oui, voilà, exactement. Et une question, est-ce qu'il y a moyen de trouver ce qu'il y a dans les gachapon, dans les machines à pince, etc.
Le mot gachapon est un mot formé de 2 sons. Gacha, le bruit de la molette quand elle tourne, et pon, le bruit de la boule qui tombe. Gacha, pon. Comment ça fonctionne? Comment ils se ravitaillent? Alors déjà, il y a une petite anecdote sur le terme. Il y a les gachapons et les gachapons. À la base, au Japon, on disait gachapon. Ok. Et Bandai, comme ce sont les leaders du marché sur ce business-là, ils ont inventé un nouveau terme, les gachapons. Et maintenant, comme ce sont les leaders, tout le monde parle de gachapons pour toutes les marques. C'est comme le frigo chez nous, quoi. Ouais. On dit frigo, mais en fait, c'est réfrigérateur. C'est ça, exactement. Ça se présente comme ça, sous forme de sac. Et dans chaque sac, il y a soit 40, soit 50 boules. Et dans un carton, donc, il y a en règle générale 5 ou 6 sacs comme celui-là. Et donc les professionnels doivent les acheter sous forme de carton. Donc tu peux pas acheter normalement les figurines à l'unité. Ok, d'accord. Par contre, maintenant au Japon, et même en France, il y a un business qui s'est créé autour de ça. Et du coup, les boutiques spécialisées, elles achètent des cartons complets, elles enlèvent les figurines des boules, et elles les mettent sur des vitrines et elles vendent les figurines au détail. Plus cher. Plus cher, bien sûr. En règle générale, ce que tu peux avoir à 300 yens au Japon, qui correspond à peu près à 2,50 €, on va dire ici, bah, c'est vendu entre 5 et 6 € dans les boutiques françaises, ce qui est tout à fait normal parce qu'il faut rajouter les frais de port, la TVA et la marge d'une boutique quand même. Il ne fait pas ça gratos, quoi. Bien sûr. Ça, c'était une pub pour des t-shirts qui étaient vendus, pareil, dans les machines à pince au Japon. Là, c'est vraiment le vieux design d'Albator. Attends, parce que moi, au Japon, j'ai fait beaucoup de machines à pince, mais il n'y avait pas de t-shirts. Ils font aussi des t-shirts dans les machines à pince. Ah, mais il y a énormément de types de produits dans les machines à pince. Il y a des trucs improbables, hein, des objets de cuisine, enfin bon, de tout, quoi. Encore un autre objet tiré d'Albator, enfin Galaxy Express 999. Qu'est-ce qui peut bien faire 80 cm et qui appartient à Albator? Eh ben écoute, son épée, bien sûr. La bonne grosse épée d'Arlok. Eh ben ouais, regarde là. Et ça, quand même aussi, regarde-moi cette beauté. Un bon jeu de pelle mécanique là. Le poster est génial, mais il n'y a que les Japonais pour réussir à créer quelque chose de beau avec une pauvre pelle mécanique. Exactement, la composition du poster est vraiment géniale, je trouve. Et puis on voit, tu vois, il y avait même l'accessoire qui était vendu avec aussi à l'époque. King of Fighter 11, c'est un des premiers, je crois, jeux SNK Playmore, après le rachat de SNK par Playmore. La durée de vie de la Neo Geo, c'est combien de temps? Oh, c'est énorme, hein, ouais, après 15 ans, ça doit être. Je sais pas exactement quand c'est qu'elle est sortie. 14 ans. La Neo Geo est sortie le 26 avril 1990 au Japon et la fin de la production a été le 19 octobre 2004. C'est fou, hein, quand même. Hein. Et le jeu le plus vendu, c'est King of Fighter 95. Pour la petite histoire, d'après ce que j'ai compris en commençant à lire la Bible de mon ami Franck Latour, qui est édité chez Geeksline, d'ailleurs, qui est un super ouvrage sur la Neo Geo. Et du coup, on apprend que Metal Slug, notamment, qui est maintenant un des jeux les plus chers de la Neo Geo, c'est très peu vendu dans le commerce parce que SNK n'y croyait pas vraiment dans ce jeu. Ils y croyaient pas, SNK, parce que ça sortait un peu des sentiers traditionnels, tu sais, du jeu de baston Neo. C'est vrai que la Neo Geo était la console du jeu de baston. Hein. Ouais. Le Samurai Spirit aussi. Alors ça, c'est pas un poster promotionnel parce qu'il était vendu dans un magazine. Et il était vendu dans le magazine japonais Gamest. Je sais pas si tu connais. Non, je connais pas. À part Famitsu. C'est Famitsu, ouais, c'est ça. Ouais, Famitsu, c'est ça, ouais, c'est ça. Gamest, c'était un magazine qui était spécialisé sur l'arcade, si je me souviens bien. Un autre poster de Fatal Fury Real Bout 2. Ce poster est magnifique. Vraiment, t'as le côté manga, le côté... Ouais, vraiment très très beau. Il ressemble un peu d'ailleurs à ce qu'on fait Blizzard Cube avec Street of Rage 4, je trouve un peu. Ouais, c'est vrai, effectivement, il y a cette patte graphique, effectivement, ouais. Fatal Fury 2, The Newcomer. Ça, c'est un poster qui était dans le magazine qui s'appelait le Neo Geo Freak, un magazine dédié à la Neo Geo au Japon, qui est maintenant devenu d'ailleurs un magazine assez rare à trouver parce qu'il regorgeait d'illustrations, de posters. D'un autre côté, quand t'es un magazine spécialisé dans la Neo Geo, on va pas dire que non plus la Neo Geo sortait des jeux tout le temps, donc je pense que t'étais un peu obligé de devenir une sorte de magazine d'art finalement. Tout à fait, ouais, exactement. Voilà Sangoku 3 aussi.
Un beat'em all plutôt sympa. Ouais, avec des gros sprites. Allez, des gros sprites. Ouais. Là, après quelques posters SNK, Ce poster quand même de Koff là que tu es en train de montrer, là, rose et noir là, je le trouve vraiment magnifique. Hein. Il est la beau, celui-là. composition, les couleurs. Bon, le jeu est discuté par beaucoup de gens, mais la créa graphique tout autour du jeu est magnifique. surtout d'avoir fait un rose comme ça, uniforme, ça dénote le personnage. D'ailleurs, c'est une façon de faire des posters qui est pas forcément commune au Japon, parce qu'ils surchargent beaucoup normalement les visuels. Mais celui-là, il est plutôt sobre et efficace. Le super pouvoir des graphistes japonais, c'est de faire du surchargé mais lisible. Ouais, c'est ça, ouais. Encore un autre jeu Neo Geo, Rage of Dragons. Un des derniers jeux de baston de la Neo Geo, tu me disais, non? Ouais, un des derniers, je pense, quand même, puisqu'il est sorti en 2002. Alors, on en a beaucoup discuté, mais il semblerait que ce soit un hommage à Double Dragon. Ils n'avaient pas les droits. Et effectivement, on retrouve des personnages de Double Dragon, mais c'est pas Double Dragon. C'est ça, exactement. Matrimélé. Ça, c'est vraiment un des derniers jeux de la Neo Geo. Ah, c'était lui, oui, le dernier jeu. Effectivement, c'était Matrimélé, excuse-moi. Ouais. Très très bon jeu avec plein de personnages. Je crois pas que ça soit le dernier. Hein. Je me demande si c'est pas le Samurai Spirit spécial, le dernier. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, ok. Alors, tu as encore un SNK là. SNK versus Capcom, là, pour le coup. Qui était sorti, lui, sur Neo Geo. Cartouche. Je sais pas, j'ai une vanne qui me trotte dans la tête, j'arrive pas à la faire. Coff, t'as le Covid-19. Coff. Mais je sais pas, j'y arrive pas. Mais bon. je sais pas si c'est bienvenu en ce moment, mais bon, écoute, je te laisse juger. Écoute, les vannes de mauvais goût, normalement, c'est moi qui les fais sur internet. Oui, c'est un peu ta spécialité, d'ailleurs. Non, c'est un peu ça. Celui-là, ouais. il est magnifique, je trouve. Ah, il est beau, hein. Hyper Street Fighter. Ça, c'est de la magnifique illustration. Là, on sent qu'il y a un mec derrière qui dessine, là. Très beau poster aussi de Guilty Gear. Après, on est fan ou pas. Moi, particulièrement, je suis pas vraiment fan. Mais par contre, le poster, il est beau. Ah bah ça, Guilty Gear, ils ont leurs pattes, hein. Ils ont réussi à s'imposer graphiquement, ça c'est sûr. Ah ouais. Effectivement, c'est pas mon jeu de baston, je piche pas trop comment on y joue. Mais il y a des fans, Mais voilà. ouais. Guilty Gear. Zax. On enchaîne, donc SNK Capcom versus SNK sur quelle console là? C'est sur la Neo Geo ça? Non, celui-là, il était pas sorti, je crois, sur Neo Geo, le 2. Ah, Dreamcast peut-être. Il est sorti que sur console nouvelle génération. Alors Capcom versus SNK, je valide, elle était bien sortie sur Dreamcast. Moi j'y avais joué sur Dreamcast. Capcom versus SNK2. Voilà, ce Culture Z est terminé, merci de nous avoir suivis. Enfin, il n'est pas tout à fait terminé, en fait, rendez-vous dans 15 jours pour la deuxième partie. Ouais, parce qu'on avait trop de posters, Bryce avait trop de choses pour une seule émission. Donc là, vous avez vu la première partie. Dans 15 jours, rendez-vous à 17h45 pour continuer la review de ces posters, mais surtout parler du Goldorak Gate. Et il y aura en plus un invité de marque, Cédric Létardy, le fondateur des éditions Kazé. Rendez-vous dans 15 jours à 17h45 pour Culture Z et un bisou à Rémi qui a repris le montage de Culture Z. À dans 15 jours.